Hello, merci de me recevoir. C'est toi qui me reçois, tu rigoles. On est chez Exa, donc un peu chez toi. Tu es à 50 mètres d'ici, rue Martel, dans le 10e. On ne me voit pas sur cette vidéo, on ne voit que toi, c'est très bien. Voilà, salut tout le monde. Sur YouTube, notamment, Simo, donc folk. Super outil, plateforme qui cartonne. Tu as déjà, on peut dire l'ARR. Non, Aïe, 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 bon, on ne communique pas. Moi, je le sais, je le sais. C'est assez chiffre, allez. 100 000 users, ça on peut le dire. ça on peut le dire. Bon, Même 120 000 aujourd'hui. Depuis qu'on a 120 000. partagé les chiffres, ça a Eh augmenté. ben voilà, je suis plus à jour. Et puis, plusieurs milliers de comptes clients 2000 payants. comptes clients. On va en reparler dans un instant. Donc, tu es la plateforme qui permet de centraliser tous ces contacts, le CRM nouvelle génération. On gère, on active tout type de contacts pour ses ventes, son recrutement, d'éventuels partenariats. Si on cherche de l'argent, si on veut faire un round quelconque, enfin une levée de fonds. Ça fait 4 ans que tu as créé ça, 2 ans que tu t'es lancé, et puis tu as fait un super tour original avec ce que tu appelais des angel opérateurs. À l'époque, j'aimerais qu'on creuse ça ensemble, tout comme la folie des SaaS qui est un petit peu retombée. On parle même certains de SaaS fatigue parce qu'on cherche à faire des économies, donc on taille, parce que les employés ont du mal aussi à utiliser 5, 10, 15 solutions différentes qui font papa, maman, le café. On ne sait plus trop d'ailleurs ce que ça fait. Parfois, ça se recoupe. Un peu trop de choses, ouais. Voilà, et d'où ton idée aussi de faire un CRM tout en un, j'imagine, pour aussi remplacer les solutions et plusieurs solutions existantes. On va parler de tout ça dans un instant, mais d'abord, est-ce que tu peux commencer par ton parcours? Tu viens d'où? Tu faisais quoi avant Folk, Simo? Beau programme en tout cas. Alors, je m'appelle Simo Mendez, j'ai 29 ans, je suis originaire du Maroc. J'ai fait une école de commerce, j'étais à HEC. Pendant mon passage par l'école de commerce, je suis passé par les cases, je dirais, traditionnelles de la banque d'affaires et du conseil en stratégie. J'étais chez Morgan Stanley et chez McKinsey. Tu ne fais pas les choses à moitié, toi. HEC, McKinsey, Morgan Stanley, tu prends juste les numéros 1. On essaye. Okay. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Thibaut Elzière, un peu par tu prends hasard. le numéro 1, pareil, ok. Il faut. Un peu par hasard, qui m'a parlé de son ambition, de sa volonté de réinventer le marché roi du SaaS et de détrôner Salesforce. Suite à quoi on s'est lancé, on a créé Folk, y compris avec Jean-Yves Poileux, qui est notre troisième associé. Blague à part, quand on mettra ça, je mettrai ça en ligne, ça sera public, mais l'ami Thibaut Elzière, donc ex-eFounders, aujourd'hui Exa, chez qui on tourne ça, a tourné dans ce même studio. Il lance un podcast et il nous dit bah tiens, je fais des fondateurs, etc. Bah tiens, je pourrais t'interviewer, Simon. Donc tu dis ah ouais, je suis chaud, etc. Il dit attends, moi je fais que des mecs qui font des licornes. Et toi tu réponds t'inquiète, je suis sur la route, j'arrive. Il est challengeant, l'ami Ouais, Thibaut. alors que c'est ton associé, tu vois. Absolument. C'est fort, j'adore. Bon, la création, est-ce que tu peux nous mettre dans le bain? 4 ans avant, comment ça s'est fait? Comment tu as tapé dans la main de Thibaut Elzière? Et sur quelle idée? Tu l'as un peu dit là, mais qu'est-ce que vous vouliez faire? Avec quelle ambition derrière? Sur Absolument. un truc qui est déjà, enfin, qu'on imaginait saturé il y a 4 ans. Absolument. L'intuition, c'était que, le marché du CRM est le plus grand marché du software. Encore en croissance et avec des chiffres de revenus insolents pour les Salesforce, les Pipedrive et les HubSpot de ce monde. De l'autre, le fait que ça soit un des marchés sur lequel la satisfaction client en termes d'utilisation des outils présents est la plus faible. Et donc la coexistence d'un marché large et en croissance avec une satisfaction client très faible crée une opportunité. Ce qu'on a observé au même moment, c'est un peu une nouvelle génération d'outils qu'on utilise, comme Notion, comme Figma, comme Airtable, qui ont amené un peu une vague nouvelle dans la manière d'utiliser du software. Collaboratif, intégré à tous nos outils, très simple d'utilisation en partant d'un template. Plus sympa, on dirait plutôt une app privée qu'on utilise sur son smartphone, quoi. Exactement. Parfois, on parle de consumérisation du software, donc l'utilisation des codes qu'on a dans le consumer, mais dans des outils de productivité pour le travail. Et donc là, Folk est né. Et donc là, c'était l'intuition de départ. À partir de là, on a essayé de représenter cette intuition en faisant une landing page, une page vitrine, et pour voir la résonance que ça aurait sur le marché. Et là, à notre bonne surprise, on a eu 10 000 inscrits sur la waitlist, ce qui a montré qu'il y avait une vraie résonance avec le marché et qu'on a utilisé ces 10 000 bêta-testeurs pour leur parler, les interviewer, le plus d'entre eux, et encore mieux comprendre le problème qu'ils avaient et la solution qu'on souhaitait mettre en face. Entre nous, est-ce que c'était le produit? Est-ce que c'est aussi l'effet Thibaut Elzière en mode tiens, c'est de son prochain projet?
on a envie d'en être, de tester, d'espionner un peu pour des concurrents, j'en sais rien, un VC logiciel ou autre, ou pour des gens dans la French Tech, des jeunes comme toi qui sortent d'école. Bah, moi, j'aimerais bien, en fait, être le premier employé ou, tu vois, les rejoindre d'une manière ou d'une autre. Enfin, je te fais un globi-boulga, là, mais est-ce qu'il y avait un peu de tout ça à Il l'époque? y avait évidemment un peu de tout ça. On a Ouais. beaucoup bénéficié de la marque eFounders à l'époque, Mm. mais ça nous a également permis de comprendre, en parlant avec les utilisateurs potentiels, avec chacun des bêta-testeurs, quel était leur problème. Et finalement, le niveau d'émotion avec lequel ils parlaient de leurs problèmes, avec lequel ils cherchaient un CRM qui leur permette de gérer leurs leads, leurs clients, leurs prospects, leur base de contact, qui est un de leurs plus gros actifs, et pour autant ne trouvent pas de solution. Il y en a même qui nous parlaient du fait d'arriver à hacker des solutions en utilisant des Airtable, des Notion, des Excel dans tous les sens, ce qui prouve que ces personnes-là sont prêtes à se dépatouiller pour arriver à une solution qui marche pour eux. Et avec Thibaut, et Thibaut qui est plutôt de ma génération que de la tienne, vous l'avez fait aussi en mode construire en public, en faisant des posts sur LinkedIn et autres réseaux pour expliquer ce que vous alliez faire, ce que vous espériez faire. Donc ça, c'était plutôt bien vu de votre part. Là. Absolument, je pense que ça permet de créer une forme d'empathie de l'audience qui comprennent les challenges, les succès qu'on a et qui vont être plus à même de nous, finalement, de nous accompagner tout au long de l'aventure. Ça nous rend accountable, donc je trouve que le fait de construire en public, de partager le maximum possible, a beaucoup de vertus. Ah oui, le fait de le faire en public, ça te met encore plus la pression. Absolument. Clairement, tu te dis, on va m'attendre au tournant, je peux pas les décevoir, je leur ai vendu du rêve, je peux pas arriver avec un petit truc là qui marche pas et qui Mais sert à rien. pas simplement moi, également toute l'équipe, Bien sûr, ouais. où on est engagé dans une aventure ensemble et on communique sur des chiffres et on a envie de continuer à communiquer sur des chiffres tout aussi, Enfin, tout aussi à ambitieux. l'époque, vous êtes trois. Hein. À l'époque, on est Ouais. trois, mais ça nous a mis dans une dynamique comme celle-là. Vous êtes combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est un peu moins de 25. On a pour ambition de rester une équipe resserrée, toujours un peu commando. On était très inspiré par les modèles comme WhatsApp ou comme Notion, qui sont allés, pour Notion, aller chercher 100 millions de revenus à moins de 100 personnes. On pense que c'est possible pour un modèle comme Folk, et donc on se donne ce code de conduite. Ça, maintenant, effectivement, c'est le truc qui revient en permanence de faire un grand truc à l'échelle avec une toute petite équipe. Ce qui est à la fois génial et en même temps, ça fait peur parce que ces grosses machines que tu viens chatouiller, les Salesforce, les SAP hier, c'était encore la génération d'avant, enfin avant-hier, on va dire maintenant, même si ça reste une des big tech européennes en termes de market cap. Bah là, pour le coup, ça emploie des milliers, sûrement des dizaines de milliers de gens, quoi. Donc, ça fait un peu peur quand même. Et c'est marrant, j'ai rencontré le fondateur de HubSpot, Brian Halligan, qui est extrêmement inspirant comme personne et à qui j'ai demandé des conseils parce que finalement il a créé un CRM, une boîte qui vaut 30 milliards et un des éléments qu'il me partageait, c'est que la structure de sa boîte et en particulier de sa boîte qui fait un CRM en termes de nombre de personnes a tendance à être construite dès les premiers jours. Si on construit un modèle qui repose sur le fait de recruter un maximum de sales pour faire de la croissance, on est foutu, on rentre dans une forme de... Enfin, on est foutu. T'es condamné à le faire. Ouais, t'es condamné à le faire tout le sur le temps. long terme. Ouais. Et donc, s'il devait changer quelque chose, c'était construire un produit qui soit plus self-serve dans l'ADN depuis le day zero. Après, il s'en est pas trop mal sorti. Donc, ça va. Ça tu prends sa trajectoire, c'est pas plus mal. Donc, CRM ou XRM, comme j'ai vu parfois? Alors, c'est une super question. Dans l'ADN du produit, on est plus proche d'un XRM dans le sens où on est très customisable, très facile d'utilisation. On peut partir d'un template. C'est l'acronyme de quoi, Simo? Tu peux nous rappeler? Alors, CRM, c'est Customer Relationship Management. C'est la catégorie de produits qui a été démocratisée par Salesforce, qui permet finalement de gérer ses clients, ses prospects en tant qu'équipe, très simplement, à un seul endroit qui soit centralisé. Nous, on parle de XRM parce qu'on veut suggérer le fait qu'on puisse remplacer le C par une variable qui est le X pour utiliser cet outil pour n'importe quelle typologie de contact, tant l'outil est customisable. Dans les faits, on s'est rendu compte que surfer sur une catégorie de produits existante, à savoir le CRM, ça nous booste en termes de compréhension du produit par les utilisateurs. C'est plus simple de se positionner dans une catégorie existante que d'essayer de créer une nouvelle catégorie. Ça, c'est clair. Ouais. Oui, il vaut mieux que tu sois effectivement un énième CRM. On va chercher à comprendre ta valeur ajoutée plutôt que de devoir faire le sale boulot pour peut-être une catégorie qui n'existera pas ou quand tu seras mort, quoi. Exactement. Et finalement, pour une catégorie existante où les gens savent qu'ils ont besoin de ce produit, Ouais. ils ont un budget et en plus ne sont pas satisfaits des produits existants sur le marché.
C'est-à-dire que clairement, tu récupères beaucoup de clients insatisfaits. Ou c'est en première monte C'est ce qui est assez intéressant sur un marché aussi grand que le CRM, c'est qu'on a de l'inbound naturel depuis le début, depuis la sortie de la waitlist, parce que les gens cherchent un produit pour le CRM. Ils tapent CRM, ils demandent quel est le CRM que tu utilises. Donc, c'est une catégorie de produits qui répond à un besoin que les gens ont, que les entreprises ont, et ce qui nous permet de créer de l'inbound naturel. Bon, parlons de ton association avec Thibaut. C'est quoi son rôle au quotidien? Alors Thibaut, son rôle au quotidien, c'est de nous accompagner sur tous les sujets qui sont de l'ordre de la vision et de la stratégie. On passe chaque semaine plusieurs heures ensemble à définir quels sont les sujets sur lesquels on travaille. On sait que notre ressource la plus rare étant notre temps et le temps de nos équipes, on fait le choix de se focus sur un nombre limité de sujets. C'est là où Thibaut nous permet, de réussir à travailler sur les bons sujets, en plus du fait de rentrer dans le détail de certaines stratégies produits, certaines stratégies de go-to-market. Et son parcours, alors, il est forcément inspirant parce qu'il y a Photolia, il y a 20 ans, qui revend, je ne sais plus combien de centaines de millions de dollars, 600 peut-être 800. 800, ok. Et puis depuis, quoi. Et Founders, aujourd'hui Exa, on l'avait fait ce podcast ensemble, on le mettra le lien dans cet épisode. 30 boîtes, 3 licornes, donc une fois sur 10, il fait quand même une boîte qui va valoir 1 milliard. Très inspirant, très inspirant. Ouais. Très inspirant, très belle énergie et très humble. C'est super de travailler avec lui. Donc dans les 3 licornes, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a une fintech, Spendesk, il y a dans les telcos Aircall et un peu dans ton univers quand même, Front. Donc forcément, il a déjà fait, il adore le SaaS, il sait faire que ça, le logiciel. Mais clairement, Front est dans une catégorie pas tellement éloignée de la tienne. Si on revient sur votre parcours là, en 4 ans chez Folk, avant de parler de la SaaS fatigue, tu as parlé de cette waitlist. Ça s'est fait en quelques mois, c'est 10 000 personnes, raconte-nous un Ça petit s'est peu. fait en quelques semaines et on en a profité ensuite pour envoyer des messages à chacune des personnes sur cette waitlist et pour essayer d'avoir des interviews, des entretiens avec eux. On n'a pas parlé à tout le monde, mais sur quelques mois, j'ai parlé vraiment à énormément de personnes, 4-5 personnes par jour, pour avoir une compréhension presque intuitive, instinctive des problèmes que ces personnes cherchaient à résoudre et pour construire le software qui y répond. Ce dont on s'est rendu compte, c'est en effet, le CRM est un gros marché. En effet, c'est un marché avec une forte insatisfaction, mais le niveau d'exigence des clients sur ce marché étant un marché mature et très élevé. Donc finalement, la profondeur de software en termes de fonctionnalité, en termes de qualité qu'on allait devoir construire était élevée, ce qui allait être un challenge. Donc on allait avoir besoin de plusieurs ingénieurs qui allaient travailler à temps plein sur le sujet pendant un temps assez conséquent avant d'arriver à une solution qui soit satisfaisante, qui réponde aux problèmes du marché. Tu as parlé à combien de personnes, combien d'utilisateurs Honnêtement, je dois pas. Parce que là, tu continues, je sais que tu continues. Absolument, je continue. Ouais. Honnêtement, je dois pas être loin des 500 ou 1000 utilisateurs différents dont j'ai compris les problèmes en détail, compris la manière avec laquelle ils s'organisaient en interne au sein de la boîte. Et c'est hyper intéressant parce qu'on rentre dans la machine revenu d'une entreprise, de la manière avec laquelle cette entreprise crée du chiffre d'affaires en gérant leurs leads et leurs prospects. Et on comprend leur méthode d'organisation et comment Folk peut les aider à s'améliorer. Bon, quelques métriques. Nous, on s'était parlé il y a un peu plus d'1 an, mais à peine plus d'1 an. Donc tu vas me mettre à jour, 20 personnes dans l'équipe. Bon, finalement, tu n'as pas beaucoup grossi, 25. Tu me parlais de 40 000 utilisateurs à l'époque et de 500 comptes payants, donc. Voilà, est-ce qu'on peut mettre ça à jour? Absolument. Alors qu'on est passé de 40 000 à 120 000, donc c'est une belle croissance, et de 500 comptes payants à un peu plus de 2000. On est à 2000, pour être exact, 2165. Je reçois la notification tous les matins, donc je peux donner le chiffre exact. Et on est content, on croît très vite et on compte croître encore plus vite. Ça va jamais assez vite. Ça va jamais Quand assez on est vite. entrepreneur, ça va jamais assez vite, c'est d'accord? Absolument. Ouais. Là, le marché s'est quand même bien frisé, mais sur le plan de la finance, mais pas que. Depuis 2 ans, comment toi tu le vis? Comme on va en parler dans une seconde, mais comme effectivement un SaaS parmi des milliers d'autres sur la planète tech, où vous étiez un peu les rois du pétrole, en ratio, parce que voilà, c'est justement à l'échelle, vous qui pouvez faire le maximum de cash, avec maintenant dans cette économie de l'usage, au moins en tout cas,
dans le software où on n'hésite plus, même nous Français, tu vois, à lâcher 5, 10, 15, 20, 50 dollars, parfois beaucoup plus dans le monde pro, par mois pour une nouvelle solution, parce qu'on la trouve sympa, parce qu'on l'a testé, parce on nous l'a offert 3 mois, ou on a eu un bon prix pour un package d'un an. Mais c'est vrai que là, depuis, encore une fois, ouais, 2 ans, printemps 22, on va dire, c'est un peu différent, voire très différent pour beaucoup de tes confrères. Toi, tu es quand même du bon côté de la barrière. Tu as levé une belle somme, on va y revenir. Tu es bien accompagné. Tu es chez EXA, etc. Tu es du bon côté, encore une fois, même si j'imagine que ce n'est pas tous les jours rose. Mais comment voilà, tu vis, si on dézoome un peu, ce côté macro au cœur les SaaS, et tu as plein de potes, j'imagine aussi, qui ont lancé des logiciels depuis ta sortie d'école. Absolument, il y a plusieurs points qui me viennent en tête. Le premier, c'est que d'une certaine manière, c'est tout ce qu'on a connu, parce qu'on a lancé fin 2022 le produit. Pendant 2 ans, on s'est vraiment focus sur de la R&D. Donc, on a connu, entre guillemets, qu'un marché compliqué. Qu'un marché compliqué, et ce qui a fait qu'on a construit notre go-to-market, notre stratégie de distribution, notre produit dans cette adversité, ce qui crée encore plus d'exigences. On doit être encore meilleur, encore plus différencié dans un marché qui est compliqué. La deuxième chose, c'est que honnêtement, dès le début, on avait vocation à être une boîte qui n'a pas envie de se construire sur de la hype simplement, qui n'a pas envie d'avoir des multiples qui sont complètement décorrélés du monde réel. On est très content de revenir à des choses qui soient plus tangibles, plus pragmatiques. On n'oublie pas qu'une boîte, c'est ses revenus moins ses coûts. Et on fait ultra attention à nos unit economics, à notre coût d'acquisition. Et c'est une ADN, une culture qu'on a depuis le premier jour. Donc tu es à l'aise avec ce nouveau normal et quelque part, comme tu l'as si bien dit, vu que tu étais déjà au charbon quand c'était encore booming, au 20 et 21, tu n'as pas connu les belles années, donc tu n'as pas eu le temps de... Enfin, tu t'es pas dit, tiens, mince, c'était mieux avant, quoi. Donc, Et qui plus est, je dirais, c'est pour un outil comme le nôtre, qui est un outil qui est, on se dit all-in-one, dans le sens où on permet à une entreprise d'avoir à la fois une solution d'enrichissement, une solution de pipeline, une solution d'email sequence, une solution pour scraper des leads sur LinkedIn et d'autres plateformes, etc., etc. On ne veut pas qu'une entreprise qui nous utilise ait besoin de combiner 15 outils différents. Dans une époque de rationalisation des coûts, les boîtes vont avoir tendance à aller d'autant plus vers des solutions de type all-in-one qui répondent à un grand nombre de problématiques, un grand nombre de problèmes avec un seul outil, moins de coûts, moins de temps d'onboarding pour les collègues, etc. qui va l'utiliser dans la boîte, ta solution? Elle est destinée à qui? La solution est destinée principalement aux personnes qui sont client-facing, les fondateurs, les équipes de vente, les équipes de partenariat. Donc sales, account manager, des gens comme ça? Exactement. Ouais. Exactement. Et donc moi, demain, je sais pas, j'ai une boîte, j'ai 100 personnes, j'ai 15-20 personnes dans cette cible que tu cites là, avec je sais pas quoi, ouais, les co-founders ou les C-level. Tu vas me dire, bah, tiens Seb, teste-là, ou tu vas me dire, bah, t'en as entendu parler, tu vas me faire un listing, tu vas me demander de te dire avec qui je bosse, quelles solutions existantes déjà je travaille, et potentiellement me dire, bah, tiens, c'est 2, 3, 4 solutions. En fait, peut-être que tu vas pouvoir les abandonner au bout de 6, 12 mois, parce que moi, en fait, je fais tout ça et je le fais même mieux. Exactement. Ouais. C'est exactement ça. L'objectif, c'est que ça soit une solution all-in-one. Donc ça va être Notion, ça va être Airtable, ça va être tout ça? C'est vraiment les solutions qui sont connectées à son CRM aujourd'hui. Donc sa solution d'enrichissement, sa solution d'envoi de séquences d'email, sa solution pour scraper des leads sur LinkedIn, qu'aujourd'hui, qu'on appelle des point solutions dans les sales, et que nous, on veut centraliser dans une seule plateforme pour avoir le bénéfice de ne pas combiner 15 outils différents. Donc scraper des leads, c'est clairement aller chercher... je sais pas moi, 5000 personnes qui potentiellement demain pourront être clientes de ma solution. Et donc, je vais leur shooter, enfin, je vais déjà analyser que ça répond bien à tout ça et après trouver un mail et leur proposer. En effet. Ouais. Après, ce qu'on encourage à faire, c'est avoir plutôt une approche qualitative. Le faire avec 5000 personnes, shooter un mail, c'est un peu jeter une bouteille à la mer et il y a moins de chances que ça fonctionne. On encourage plutôt à avoir une approche ultra personnalisée, rajouter lead par lead depuis LinkedIn, créer un icebreaker pour chaque personne qui soit personnalisé. On permet de le faire notamment en utilisant de l'IA, trouver leur email automatiquement. On est connecté à plusieurs solutions d'enrichissement, créer une campagne d'email avec plusieurs étapes séparées par un laps de temps dans Folk. On permet de faire ça aussi directement, pas besoin de passer par une autre solution. Gérer tous ces contacts dans un pipeline, les relancer, etc. Donc, on permet de répondre à tout ce workflow. C'est le mot, l'anglicisme pour ça, c'est end-to-end. Et on pense que ça a beaucoup de valeur.
moins de coûts pour l'entreprise, plus simple pour onboarder les nouveaux collègues, parce que moins d'outils à apprendre, et centralisation de la donnée qui vit pas dans plusieurs outils différents, mais sur un seul outil. Must have, nice to have. Comment tu fais en sorte d'être dans la bonne catégorie là? Alors, on a la chance d'être in fine sur une catégorie qui est le CRM, qui est un outil critique pour l'entreprise. C'est ce qu'on utilise pour gérer ses clients, ses leads, ses prospects. Ça a un impact direct sur ses revenus, sur les revenus de l'entreprise. Donc, honnêtement, ça n'a jamais été vraiment une question qu'on s'est posée. Et Salesforce, oui, on a coutume de dire que c'est pas du tout adapté aux petites structures. Donc pour toi, c'est un boulevard de dire, mais attends, Seb, tu as 50 employés, collaborateurs, qu'est-ce que tu vas prendre une grosse machine comme ça? C'est pas adapté. Absolument. Ça va être trop cher. Tu vas utiliser peut-être que 5 ou 10% de tout ce qu'il y a sur étagère. Tu fais fausse route, quoi. Dès qu'on a besoin de customiser un HubSpot ou même un PyDrive ou un Salesforce à son besoin, on doit passer par une agence pour pouvoir setup ça proprement. Si on le fait soi-même, ça va nous prendre beaucoup, beaucoup de temps. Alors que nous, on intervient avec une approche où on se dit qu'on propose à nos utilisateurs de retrouver une expérience qui est proche d'un Notion ou d'un Airtable, avec laquelle ils sont familières, nativement connectés à tous leurs outils de communication, à tous leurs outils de manière générale, et dans lequel ils peuvent commencer par un template en quelques secondes. Les deux, trois, tu en as cité quelques-unes, mais ouais, les deux, trois options, features qui plaisent le plus chez toi, pour lesquelles tu as de la rétention, les gens deviennent tes ambassadeurs, etc. Tu citerais quoi là? Je citerai le plugin LinkedIn qui permet d'importer des contacts en un clic depuis LinkedIn ou depuis d'autres outils, depuis Twitter, Gmail, Instagram, TikTok. Je citerai le One Click Enrichment. On peut trouver le mail de quelqu'un en un clic et nous, on se repose sur plusieurs databases d'enrichissement où on essaie de trouver la meilleure option parmi ces databases. Et je citerai notre solution qui permet d'avoir des templates d'emailing qu'on peut utiliser partout dans le web. Très simple. Par exemple, dans mon inbox LinkedIn, plutôt que de retaper le même message 50 fois, j'ai un template que j'utilise qui s'adapte aux infos de la personne, à son entreprise, à son nom, à son job title, en un clic. Tout ça, RGPD compatible. Bien sûr. Ça n'a pas été une mince affaire. Ouais, absolument. Ouais. Tu communiques pas sur tes ventes encore? Ça veut dire quoi? Que c'est trop tôt? Ça veut dire que c'est trop concurrentiel? C'est pas le moment? C'est quoi? C'est une bonne question. Honnêtement, on se pose la question en interne de communiquer dessus également. On ne s'est pas encore donné le go pour le faire. Commence avec tes 45, là. Tu veux pas? Non, c'est une décision, je dirais... stratégique? Non, pas stratégique, non. Mais à prendre avec mes associés de manière collégiale. Donc, pour l'instant, on ne communique pas dessus, mais ça devrait arriver. Bon, tu as levé 9 millions au total. Absolument. Notamment avec Axel, hein, donc super fonds. J'allais dire qu'on ne présente plus, mais si, il faut toujours représenter. Donc, c'est sûrement l'un des meilleurs fonds SaaS, au moins en Europe. Ils ont financé Algolia, HotSuite, et puis pas que du SaaS, hein, du Blabla, du Sorar et plein d'autres. Mais surtout, c'est ce qui m'intéressait. Moi, c'est tous tes super BA, là, donc Head of, C-Level, etc., de la French Tech, qui sont venus te voir, que tu allé voir il y a 2-3 ans et qui ont répondu présent. On va trouver les fondateurs de Conto, Dalan, Dropbox et plein d'autres. Qu'est-ce qui t'ont apporté ces gens-là, outre peut-être 20, 30, 50, 100 000 euros chacun? C'est une très bonne question. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y avait un certain nombre de sujets limités sur lesquels on devait être excellent en tant qu'entreprise, sur lesquels on devait exceller si on voulait réussir. Le produit, le design, le marketing, les sales, etc. Pour chacune de ces compétences, pour chacun de ces domaines, on a du coup identifié les personnes qui sont des experts dans le sujet et sur lesquels on allait pouvoir s'appuyer pour monter en compétences, pour aller plus vite, pour gagner en expertise. Et c'est assez exceptionnel, honnêtement. Je pense, par exemple, on a lancé un programme de référents et d'affiliation et de pouvoir contacter le fondateur de Dropbox, qui a un cas d'école en la matière, pour lui demander de nous donner des conseils sur la manière avec laquelle eux ont lancé leur programme d'affiliation et de référents. Et donc, concrètement, à chaque fois qu'on a une problématique complexe au sein de l'entreprise, on identifie 3 ou 4 de ces opérateurs angels qu'on contacte pour leur demander des conseils. Ils ont du skin in the game, pour utiliser un anglicisme, donc ils ont un intérêt dans la boîte et donc ils ont intérêt à dédier 1 heure, 2 heures, un Exactement. meeting pour t'aider. Exactement. Ok, super. Sachant qu'eux, généralement, ils l'ont déjà fait. Ils sont souvent BA dans des boîtes, etc. Mais ouais, toi, rapidement, tu t'es dit, voilà, c'est des gens qui ont déjà cartonné dans des boîtes, qui ont fait des unicorns, voire des décacorns, ou voire des boîtes cotées.
puisqu'il y a sûrement certaines d'entre elles là, qui ont fait des IPO, on est d'accord? Absolument. Ouais. Malheureusement, j'imagine qu'il y a beaucoup d'hommes. On est sur un milieu très, très masculin, très tech. Il y a quelques femmes quand même qui sont représentées. Vas-y, tu peux les citer ou pas? Toutes les cités de nom, pas toutes, mais sauf qu'il y en a beaucoup. Mais... je pense notamment à Roxane Varza, okay. que je trouve vraiment déjà très gentil comme personne et c'est remarquable. Et donc pas que des fondateurs alors? Pas que des fondateurs, absolument, et qui nous aide beaucoup au quotidien en recommandant des profils quand elle voit des profils passer. Passée par Microsoft, ou évidemment aujourd'hui à la tête de Station F, elle est scout chez Sequoia, donc un des plus gros fonds de la Silicon Valley, et ancienne journaliste d'ailleurs. Absolument. Ancienne confrère, elle était chez TechCrunch il y a peut-être 10 ans ou 15 ans maintenant. Juste avant Station F, je crois, de mémoire. C'est ça. Non, avant c'était Microsoft, mais avant Microsoft peut-être... Ouais, s'occuper, je crois, du programme d'accélération de Microsoft. Entre les deux. Ok, très cool. Donc Roxane, on la salue, on l'embrasse. Et puis tu as été nominé produit de l'année sur Product Hunt, qui est un peu le Graal, hein, ça peut la Coupe du Monde là, dans le SaaS. C'était quand ça? Le Roland Garros du SaaS. C'est le Roland Garros, ok. Ça a été 2 années d'affilée, donc ça a été en 2022 et en 2023. Wow. On est super contents. Ça nous aide également pour avoir encore plus de visibilité aux US. C'est un gage de qualité produit pour les personnes qui connaissent. Et ça a été d'ailleurs le moment où, après 2 ans de R&D, on a lancé le produit officiellement, ce qui a été l'opportunité de se confronter à la réalité du marché. Ah, les US. Bon, on peut en parler d'un mot quand même. On a croisé juste avant de tourner Anto de Lago, GetLago, donc, qui est pareil, passé sur ce podcast quelques mois avant toi. Et on l'embrasse. Et elle s'apprête à partir aux US. Absolument. Est-ce que tu vas devoir y passer, toi? Parce que j'imagine que c'est un peu ton étoile du Nord, là, et que si ce n'est pas déjà le cas, tu vas essayer de vendre là-bas. Honnêtement, depuis le premier jour, on s'est rendu compte qu'on avait un tropisme américain parce que le marché du CRM est beaucoup plus mature aux US et qu'on a naturellement reçu de l'inbound américain. Et ce qui nous a poussé finalement à construire la boîte de telle sorte à accélérer ça. On fait toutes nos communications en anglais, on a recruté des personnes qui sont native speakers, pas simplement qui font de l'anglais comme des Français. Toutes nos communications en interne sont également en anglais, tous nos meetings sont en anglais. Donc on construit la boîte de telle sorte à pouvoir vendre comme une boîte américaine en s'entourant d'un fonds américain, de business angels qui sont américains. C'est naturellement le plus gros marché du software B2B et aujourd'hui 50% de nos revenus viennent des US. On a la chance de... Ça c'est dingue, c'est-à-dire que t'es un nain, pardon, mais t'es un nain là-bas, et en France t'es encore petit, tu vois, t'es modeste, mais c'est déjà la moitié de ton business. C'est incroyable. Ça veut dire que c'est infini en fait, quoi. C'est infini. Ouais. Il y a une grande... Et surtout sur un marché aussi gros que le CRM, il y a une grande profondeur de marché, donc on en profite. Bon, cool. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, Salesforce, ok, tu les prends pas en frontal, mais on voit que tu les as quand même un peu dans le viseur. Tu parles souvent d'une approche bottom-up. Tu arrives 4 ans après encore là à faire remonter régulièrement et à adapter le produit parce que tel ou tel client, etc., tu as fait tel retour? Complètement. Ce qu'on fait, c'est que l'outil est très simple d'utilisation au début. On peut commencer en partant d'un template à 1 ou 2 personnes. Et l'objectif, via la collaboration, c'est de se répandre progressivement à une équipe de 4 personnes, de 5 personnes, d'une dizaine de personnes, jusqu'à une vingtaine de personnes, et ainsi de suite. Pour ça, on fait en sorte que l'outil soit le plus fluide et le plus collaboratif possible, mais c'est aussi la nature même du processus de vente où on a besoin d'être plusieurs sur le même outil, de centraliser la donnée qu'on a tous, parfois dans nos outils personnels comme nos emails, comme notre propre LinkedIn, à un seul endroit qui soit l'endroit finalement centralisé. Et c'est ça l'intérêt de Folk, c'est qu'on peut acquérir un customer, un utilisateur qui va ensuite se répandre au reste de sa boîte. On construit l'outil pour cela. Ça fait une demi-heure qu'on parle, je crois que tu as dû dire une fois IA. C'est fou quand même, non? Absolument. Et pourtant, j'imagine que vous devez vous exciter en interne là-dessus, là. Alors, on s'excite en interne là-dessus, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on travaille. Ouais. Pour autant, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de résoudre des problèmes utilisateurs et de trouver les manières de les résoudre. Ça peut inclure ou ne pas inclure de l'IA, mais pour nous, l'IA est vraiment un moyen. C'est une technique, c'est un outil qui est à notre disposition parmi nos différentes boîtes à outils, mais vraiment avec l'objectif toujours de régler des problèmes utilisateurs. Et tu passes par quoi ?
On passe par les API qu'on connaît, notamment par celle d'OpenAI. Ouais. Nous, c'est pas déceptif. J'imagine qu'en API B2B, ça déroule, mais moi, en user lambda, là, et même en payant, tu vois, encore ce matin, désolé, faut revenir à 15h37 à utiliser ton quota, etc. Je commandais une petite image sur Dali, tu vois, un truc basique, mais c'était trop chargé. À 10h, no way, quoi. Alors, pour vous, ça pose pas de soucis quand même en dans le B2B, business ça pose pas de soucis. Non. Et on a des mécanismes de retry avec plusieurs clés API au cas où. D'accord. Mais Tu peux refaire la requête, etc. Et si c'est exactement. pas OpenAI, tu fais quoi alors? Tu es sur d'autres Aujourd'hui, on utilise LLM? qu'OpenAI. Ok. Aujourd'hui, Et ça le fait. et ça le fait. Et ça Ok. marche. Ça marche. Euh, Pourquoi pas Mistral? T'es une boîte française. c'est une bonne question. Ouais. Honnêtement, Vous l'avez pas testé encore? non, on l'a pas testé encore. Ok. Et nous, finalement, la vision est de se dire que on commence par construire finalement l'infrastructure nécessaire pour qu'une entreprise centralise toute sa donnée dans un CRM, qui soit l'outil centralisé. Et ensuite, pour toutes ces données, créer une base de connaissances au sein de la boîte qui est une mine d'or pour des LLM, pour aller vers quelque chose qui soit assisté, voire autonome. C'est un peu comme dans la voiture électrique, on commence par, Elon Musk a commencé par une voiture électrique pour faire ensuite une voiture assistée avant de faire une voiture qui soit 100% autonome. Le Et dans le taxi CRM, autonome, je l'attends encore. Hein. Ça fait c'est plus que largement 5 ans à mon avis qu'il en parle. Peut-être 10, peut-être quasiment 10. Ouais. Mais il finira peut-être par y arriver, on verra. Mais le cas d'usage quand même, dis-nous, là, tu m'en as dit trop ou pas assez. Avec ChatGPT, ça va être quoi pour le client folk? alors, il y en a plusieurs. Le premier aujourd'hui qui est live, c'est la capacité finalement à écrire des icebreakers qui soient customisés en utilisant les données qu'on a sur la personne, toutes les données qu'on récolte sur la personne. C'est quoi écrire un icebreaker? C'est la façon dont tu vas accrocher un lead froid, que Exactement. tu connais pas? Exactement. Okay. C'est la première phrase d'un email D'accord. et le fait d'avoir une première phrase qui soit très personnalisée, ça permet d'augmenter le taux de réponse. Parce ça, que tu le fais de manière automatique. on le fait de manière automatique. Exemple. Par exemple, plutôt que de dire Tu vas écrire à Roxane, tu la connais pas. je vais dire, écoute, je vois que tu es chez Station F depuis X temps et que tu es également scout chez Sequoia, ce qui me fait dire que tu pourrais potentiellement être intéressé par X. Ok, ça marche. Et c'est bluffant ou c'est juste propre, c'est bien fait? Honnêtement, les LLM font pas de magie. Ça dépend de la donnée que tu mets à la base dedans. Et nous, notre force étant qu'on récolte énormément de données sur les leads de nos utilisateurs, sur leurs contacts, les échanges d'emails, les notes que ces personnes ont prises, toutes leurs infos sur leur page LinkedIn, qui permet d'avoir une approche très personnalisée. Donc, 100 000 utilisateurs, ça fait combien de contacts tout ça? 120 000 utilisateurs. 120 000, excuse-moi. Il faut que je l'écrive, sinon je vais continuer à dire. Essuyer d'un revers de main 20 000 utilisateurs, ça ne se fait pas. Ça va pas à la tête, tu vois. Il y a 6 mois de croissance là. Mais donc ça fait combien de contacts? De millions? C'est une bonne question. J'ai pas le chiffre en tête, mais certainement beaucoup de millions. Mais j'ai pas le chiffre de contacts en tête. De mémoire, c'est peut-être Thibaut qui avait posté ça. Je pense qu'on est à plus de 40 millions. Ça ferait quoi, 400 contacts, c'est possible par personne? Il a dû ça doit être une moyenne qui fait du sens. Il a dû poster ça en décembre et on a dû plus que peut-être à 50 là. Ouais, je pense qu'on a dû même plus que doubler depuis décembre donc okay. Bon, bientôt les 100 millions. Allez. Ça fera un beau poste. Ouais. 100 millions de contacts. Bon, OK, nickel. On s'approche de la fin et merci pour tout ça. Je me régale. Un mot quand même, tiens, puisqu'on parle qu'on reparle de Thibaut, j'avais bien aimé un petit post là récent de lui, mais qui a déjà quelques mois, hein, ça devait être en début d'année, justement, c'était dans celui-là qu'il évoquait ce nombre de contacts. Je le cite, hein, et puis tu réagis derrière. Il faut du temps pour créer de la valeur, particulièrement dans un marché mature comme celui du CRM. Mais je vous promets que chez Folk, il n'y a pas un jour qui passe sans que je me dise que nous ajoutons de la valeur dans le produit, évidemment, sur la connaissance que nous avons du marché et des problématiques de nos clients. Et peut-être le plus important, sur notre capacité à travailler en équipe. Une équipe de fous. Et je vais en terminer par là, hein, je vous rassure, ça ne va pas durer 10 minutes. L'équipe de fous qui a géré plus de 1500 tickets, des gros blocs comme des petites améliorations. C'est un peu ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que tu arrives encore... 1500 tickets, je ne me rends pas compte... dans l'absolu, c'est rien, mais 1500 tickets pour une petite équipe d'une vingtaine de personnes, sachant qu'au début, vous étiez 3, ça commence à faire, quoi. Absolument, c'est beaucoup. Et les trucs, parfois, tu vas y passer 3 semaines dessus, quoi. Tu vas t'arracher les cheveux. Ce qu'il dit, c'est que le CRM, c'est un marché mature. Il y a évidemment un énorme besoin à combler, mais pour combler ce besoin, c'est un produit avec une très profonde, une grande profondeur fonctionnelle. Donc on a une roadmap, on dit souvent qu'on a une roadmap pour 10 ans.
Ce qui fait que ce qu'il y a à construire est assez conséquent, mais on est là pour ça. Tu seras où dans 10 ans? Tu n'auras même pas 40 ans, tu seras encore jeune. Tu Écoute, seras où dans 10 ans? c'est une bonne question. J'espère qu'on aidera des millions d'entreprises à générer plus de revenus, à gérer leurs leads et leurs prospects, et à mieux travailler pour rendre leurs clients satisfaits. Toujours à tête de folk? Certainement, toujours à la tête Ouais. de folle, quoi. Et ça, tu sais qu'il y a plusieurs catégories d'entrepreneurs là-dessus. Il y a ceux qui sont là, non, ils vont pas le dire comme ça, mais on comprend qu'ils sont là pour faire un coup, tu vois, 2 ans, 5 ans. Et ceux qui, au bout de 4 ans, te disent, ah, mais moi, je serai encore là dans 10 ans. C'est que vous avez une mission, quoi. Vous êtes tombé amoureux de la boîte, là. Franchement, c'est un marché avec une vraie profondeur et avec des vrais problèmes. On interagit tous les jours avec des utilisateurs et c'est assez énergisant de voir qu'on aide les gens concrètement à mieux travailler, à générer du revenu pour leur entreprise. Pour toi, t'es dans de l'impact. Comme le climat, comme la santé, c'est de l'impact. Alors, c'est un impact d'une autre catégorie, Impact c'est un business, impact quoi. business. Mais honnêtement, on a un channel Love sur Slack où on partage les screenshots des utilisateurs qui nous partagent des feedbacks Les positifs. petits mots gentils. Ouais. Et honnêtement, c'est très enivrant. Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir un impact sur l'écologique, mais Il y a des messages français aussi, parce que c'est qu'on est connu pour plutôt râler, plutôt écrire quand ça va pas. il y a des messages français. Les Français savent également le dire On n'est quand peut-être ils- pas majoritaire, c'est ce que je comprends quand ils sont satisfaits. Il y a beaucoup de messages qui sont en anglais, Ouais. mais il y a des messages français Comment également. tu expliques ça? On met aux US, si ça va bien, c'est 5 sur 5, quoi. Aux US, En quand ça va France, bien, ça va bien, c'est 4 sur 5, tu vois. Ça on va est très exigeant. bien, On 4,5. est exigeant, c'est bien. Ouais. Ça permet de C'est bien pour toi. repousser les limites. Bon. Allez, on va terminer par mes petites questions Tech 45. Si tu nous écoutes, voilà, tu connais. Meilleur et pire souvenir chez Folk, Simon. Alors, le meilleur souvenir, je pense que c'est notre premier client payant. On s'amusait avec l'équipe, notamment avec Julie et Erwan, à partager des liens de paiement Stripe, comme on dit un peu à l'arrache. Dont on les partageait par chat à nos utilisateurs. Et on attendait qu'ils payent en cliquant sur le lien. Et le premier, il y a un côté symbolique un peu magique. Pour le pire souvenir, je dirais que c'est la première démo qu'on a fait à Philippe Botteri, notre investisseur, Axel, ouais. après son investissement. On disait qu'on faisait une démo en mode Corée du Nord, dans le sens où il y avait un seul chemin dans l'app qui fonctionnait, qu'on avait appris par cœur, et on sortait pas de ce chemin. Et je m'étais dit que on n'était Fallait pas... pas qu'il dise, tiens, vas-y, clique là. Non, on va On va Philippe, suivre on la va pas Corée du cliquer Nord. là. C'est le D'accord. chemin Corée du Nord. Et je m'étais dit qu'on n'était pas arrivé au niveau de qualité qu'on méritait à ce moment-là. Et ça nous a mis un petit coup de pied au cul. Mais pourtant, il a signé, Philippe. Et pourtant, il a signé. C'était à Londres chez lui ou à Paris? Non, c'était à Paris. Ok, bon, ça va. Il était de bonne humeur. Il y avait le jet lag. Il a rien vu. C'était après la signature. Ok, maintenant pour moi. Pire erreur, tiens, c'est une question très récente, ça, que je donne maintenant. Pire erreur. C'est une bonne question. Je dirais que celle qui a peut-être eu le plus d'impact, c'est de ne pas prendre conscience de la profondeur fonctionnelle nécessaire pour construire un CRM de qualité. La catégorie est tellement mature et on a eu l'impression finalement que le fait qu'il y ait un besoin et un manque de satisfaction suffisait sans prendre conscience du niveau d'investissement, notamment en termes de tech, auquel il fallait arriver. Ok. Et tu as corrigé le tir rapidement, alors j'imagine. Absolument. Anecdote que tu n'as jamais racontée. Anecdote que j'ai jamais racontée, c'est... Elle est dure, celle-là. Ouais, ça va, c'est... Il y a pas je longtemps, j'ai mis une mix d'ascenseur, tellement c'était long à venir, là. Ouais, c'est une bonne question. Entre les trucs pas avouables et puis des trucs, j'ai dit, bon, ok. Non, mais je pense que c'est l'anecdote de Philippe Botteri. Ah non, ça y est, tu l'as déjà raconté, justement. Alors, Il en faut une deuxième. il en faut une deuxième. Perso, On l'a- pro. On la laisse pour la fin. Allez, Joker. Ouais. Qualité d'un bon entrepreneur pour toi? Je dirais qu'un bon entrepreneur, c'est une phrase que j'aime bien, c'est de dire que c'est un macro-optimiste, micro-pessimiste. Macro-optimiste parce que c'est quelqu'un qui voit un futur de manière très positive et qui est capable de tirer des personnes vers ce futur-là, que ce soit des clients, des candidats, son équipe évidemment, des investisseurs. Et micro-pessimiste parce que dans l'exécution au day-to-day, dans le craft, il est capable de voir
tout de suite les petits détails, les petites choses qui vont pas, les risques potentiels qui font qu'on va améliorer la qualité de l'exécution. Et je pense que la combinaison de ces deux choses, macro-optimiste, micro-pessimiste, donne quelque chose d'assez puissant. Très clair, merci. Et comment toi tu fais pour t'améliorer au quotidien? Écoute, évidemment, en lisant, en essayant d'être organisé à titre personnel, mais je pense que la manière qui me permet le plus de m'améliorer, c'est de parler à des experts sur les sujets. À chaque fois qu'on a une nouvelle problématique, il y a des gens qui ont résolu ce problème, qui l'ont peut-être fait 10 fois, 15 fois, 20 fois. Trouver la compétence, aller la chercher et passer 1 heure de notre temps, 2 heures de notre temps avec quelqu'un qui l'a fait, ça permet d'aller beaucoup plus vite. D'où les opérateurs angel, mais pas que. Entrepreneur, homme ou femme, qui t'a le plus impressionné? Je mets Thibaut à part, comme ça tu vas pas te mettre mal. Enfin, je te mettrai pas mal avec lui. Non, mais honnêtement, Hors catégorie. je peux choisir Thibaut parce Non, qu'il est. non. Hors folk, extérieur. Euh, Ça peut être dans tes opérateurs angel, ça peut être... Non, c'est un bon point. C'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de côtoyer, parce qu'on est assez impressionné par les personnes qu'on côtoie. C'est Arash Ferdozi, un des fondateurs de Dropbox, et de voir à quel point il était pertinent, structuré et fin dans son analyse des problématiques que je lui présentais. Une personne que je dois inviter après toi. Moi, je dirais Roxane, on en a parlé. Roxane, ok, Honnêtement, très bien. je pense qu'elle a plein de choses à partager sur l'écosystème, sur toutes les boîtes dans lesquelles elle a investi avec le Sequoia Scout Fund. Et qu'en plus de ça, elle est très sympa. Donc, je pense que ça serait un bon invité. Et en entrepreneur, SaaS ou pas SaaS, tu mettrais qui? En entrepreneur, SaaS ou pas SaaS, T'as investi toi ou pas? Est-ce que t'es... des petits tickets. Ouais. Donc t'as investi. Alors une Ouais. boîte que tu me recommandes? Mehdi de Cycle, qui a une super énergie, c'est un outil de gestion de feedback, Ok. qui sort d'eFounders également. Super. Je pense que tu passeras un très bon moment avec lui. Bah, je regarde ça. Du coup, Joker, on l'utilise ou pas alors? On ne l'utilise pas, c'est pas la peine. Allez, du coup, je serais obligé de te réinviter. Merci beaucoup, Simon. Avec plaisir, merci de m'avoir reçu. Longue vie à Folk. Longue vie à Folk. Ciao, ciao. Ciao, ciao.